Excusez-moi, je n'ai coupé. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Ok, super. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Voilà. Alors, merci à tous d'être venus. Merci à Monsieur Thorstrassen d'être ici avec nous. Donc, vous êtes analyste politique et chercheur sur la politique industrielle européenne à la LUIS et à l'Université de Louvain. Je vois que vous n'êtes toujours pas allumé. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Et donc, excusez-moi pour ça, et vous êtes là pour nous donner un séminaire sur la stratégie européenne de défense. Et je vous laisse de suite la parole. Merci beaucoup. merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de partager ma présentation. Voilà. Hmm. Ouais. Je vais donner les accès normalement, c'est bon. Oui, voilà, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, note de sécurité. Ok, ok, parfait. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, mon nom est Dimitrios Rassen. Je suis analyste politique et chercheur sur la politique industrielle de l'Union européenne. Donc, j'ai une double casquette. Donc, j'analyse les événements actuels et je suis aussi chercheur sur la politique industrielle de l'Union européenne sur le long terme. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. C'est tout d'abord l'évolution historique de la politique industrielle de défense de l'Union européenne. Ensuite, vous présenter la récente stratégie industrielle de défense européenne qui a été présentée au mois de mars passé. Et puis pour vous parler un peu du futur, donc les défis de la nouvelle commission von der Leyen, donc commission von der Leyen 2, dans le domaine de la politique industrielle de défense. Alors, concernant l'évolution historique de la politique industrielle de défense de l'Union européenne, la politique de défense a toujours été un instrument important de souveraineté nationale. Et donc, c'était clair pour les États membres dès les années 50, quand il y a eu la signature de différents traités. Donc, les premiers traités, l'intégration européenne, donc le traité CK, traité de Paris en 1951, sur le charbon et l'acier. Et puis ceux d'après. Donc en fait, il y avait une tentative de spillover un peu après la réussite du traité CK, de le transférer dans les matières de défense, dans le contexte notamment de la guerre en Corée dans les années 50. Et ça a échoué, notamment parce que l'Assemblée nationale française a refusé d'aller vers cette communauté européenne de défense. Donc, dans le traité CEA, ce qu'on appelle communément le traité de Rome, en fait, il y a deux traités de Rome, c'est pour ça que je ne l'appelle pas traité de Rome, parce qu'il y a le traité qui institue la communauté économique européenne, et puis il y a le traité Euratom sur l'énergie nucléaire. Donc là, je parle bien donc du traité instituant la communauté économique européenne. La défense nationale reste aux mains des États membres. Mais il est bien inscrit dans l'article 223 de ce traité CE que les mesures ne doivent pas altérer les conditions de concurrence dans les marchés communs. C'est ainsi que la commission à l'époque, donc c'était la commission de la communauté économique européenne et puis la commission des communautés européennes après le traité de fusion donc de 1967, a essayé de faire quelque chose dans le domaine de la défense et notamment dans le domaine de la politique industrielle de défense. Pourquoi? Parce qu'au début des années 70, il y a le problème des investissements américains croissants dans les communautés européennes. Il y a aussi l'augmentation de la concurrence des pays tiers, notamment du Japon.
et des nouveaux pays en voie de développement. Et donc, il y a l'idée de formuler une politique industrielle au niveau communautaire, donc des communautés européennes, qui n'existait pas, en fait, à part dans le traité CK, le traité de Paris pour le charbon et l'acier. Il n'y avait pas de mesures concrètes en matière de politique industrielle dans le traité CE. Donc, il y a plusieurs commissaires, là, au début des années 70, qui sont d'importants agents politiques. Donc, il y a le commissaire Guido De Colonna, qui était commissaire à l'industrie et au marché intérieur. Puis, il y a le fameux Alterio Spinelli, dont vous avez sûrement entendu parler, qui était commissaire à l'industrie à partir de 1972. Donc, la commission Mansholt et puis Malfatti. Et puis, la commission Ortoli à partir de 1973, qui était un Français. Donc, c'était un des deux présidents de la commission française, donc avec Jacques Delors, qui était très actif en matière de politique industrielle. Donc, Altiero Spinelli, il avait l'idée de créer une véritable politique industrielle dans les domaines des secteurs de pointe, notamment l'aéronautique et aussi de la défense. Parce que lui, il était très préoccupé par l'augmentation des investissements américains dans la communauté européenne et aussi parce que le fait aussi que les pays européens achetaient majoritairement leur matériel militaire aux États-Unis. Donc, c'était quelqu'un d'assez il avait des idées très claires sur la souveraineté européenne et notamment la souveraineté industrielle européenne, Altiero Spinelli. Donc, ça se situait dans le cadre de cette vision. Et il avait l'idée donc de créer une agence commune d'acquisition de produits aéronautiques militaires, donc parmi les États membres, pour que justement que l'acquisition de ces produits se fasse en commun et pas chaque État membre euh, achète les produits qu'il veut et avec le fournisseur qu'il souhaite. Ça a échoué puisque les États membres ne voulaient pas que la Commission se mêle donc de ce domaine stratégique. C'est ainsi qu'en novembre 75, on a une tentative justement que ça reste en fait dans le domaine intergouvernemental. Avec la création du groupe européen de programme, je vois pas les slides voilà. Avec la création du groupe européen de programme, avec participation de tous les producteurs d'armes des pays européens de l'OTAN. Donc ça reste dans le cadre de l'OTAN. Et donc, c'est intergouvernemental, la Commission n'a rien à faire là-dedans. Vu l'échec de la tentative de Spinelli de communautariser cette politique industrielle en matière de défense, il y a la nouvelle commission, c'est la commission Jenkins à partir de 1977. Donc, notamment, il y a un commissaire très fort pour l'industrie qui est Étienne Davignon, qui était belge, qui propose de se focaliser pas sur la communautarisation de la politique industrielle de défense, mais plutôt d'utiliser le développement de la politique de recherche en cours, ce qui est un gros développement de la politique de recherche européenne dans la deuxième moitié des années 70 pour concurrencer les Américains et les Japonais à l'époque, pour avancer dans cette question de politique industrielle de la défense. Donc, on a des actions pour développer des technologies duales, donc des technologies civiles qui permettent d'avoir des applications aussi militaires au moyen des programmes de recherche communautaires à l'époque. Donc, et laisser un peu ce champ de l'acquisition de matières militaires dans le domaine des États membres. Donc, laisser les États membres s'occuper de ça puisqu'ils veulent garder la souveraineté dans ce domaine. Ensuite, à partir de la chute du mur de Berlin, début des années 90, donc on a le traité de Maastricht qui arrive, la Commission essaie de se concentrer sur le développement du marché intérieur et la simplification des règles de marché public en matière de défense. Donc on a bien vu que les États membres ne voulaient pas créer une politique de défense tout à fait communautarisée, donc c'est l'affaire des piliers dans le traité de Maastricht que vous connaissez bien. Et donc, on essaye de développer le marché intérieur dans le secteur de la défense pour avancer sur cette question. À partir des années 2010, la Commission européenne devient un entrepreneur politique, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire des actions pour changer la donne dans le domaine de la politique industrielle de défense.
Donc, l'idée, c'est de créer des mécanismes de gouvernement au niveau de l'Union européenne. Il ne s'agit plus seulement de créer le marché, mais d'élaborer des politiques concrètes. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les années 2010 qui change la donne? Donc, il y a la situation critique en Ukraine, donc à partir la révolution de Maïdan en 2014, où il y a aussi le Brexit qui change la donne en 2016, et puis l'élection de Donald Trump. Donc, il y a une idée en fait de renforcer la souveraineté industrielle en matière de défense à cause de ces événements externes. Ensuite, donc, on a à partir de 2017, on a l'établissement, donc on a en 2016, on a la création du du Fonds européen de défense, offrant à la politique européenne de sécurité et de défense un instrument financier pour soutenir les activités de recherche et développement dans le secteur. Et puis, on a l'établissement de la coopération structurée permanente, PESCO. Donc, c'est un acronyme, il y a beaucoup d'acronymes pour la politique industrielle de défense, vous allez voir. Donc, la coopération structurée permanente en matière de sécurité et de défense, qui permet aux États membres de disposer d'un cadre juridique pour planifier, développer et investir conjointement dans les projets de capacité partagée. Puis alors, avec la nouvelle commission von der Leyen, il y a une impulsion plus forte pour renforcer la politique industrielle dans le domaine de la défense. Donc, il y a cette idée d'autonomie stratégique qui vient petit à petit prendre le centre de la politique européenne à l'époque, notamment après la crise Covid, donc de 2020-2021, avec la création d'une DG DEFIS, donc la DG Défense et Espace, et la Facilité européenne pour la paix en 2021. Donc la Facilité européenne pour la paix est un instrument hors budget destiné à financer des actions ayant des implications militaires ou de défense. Après cela, on a aussi, c'est pas marqué, on a aussi la création de la boussole stratégique pour la sécurité et la défense au début de l'année 2022. Donc, la boussole stratégique pour la sécurité et la défense permet à la Commission de fournir des indications à long terme sur les politiques à mettre en œuvre dans le domaine. En février 2022, comme vous le savez, il y a l'invasion russe de l'Ukraine qui accélère ce processus de consolidation de la politique industrielle de l'Union européenne en matière de défense. Puis il y a le sommet informel de Versailles où on parle clairement de souveraineté industrielle, et notamment dans le secteur militaire. On parle clairement de renforcer nos capacités en matière de défense au niveau de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Et là, on a la création de deux instruments au cours des années 2022 et 2023. C'est tout d'abord la loi commune sur les marchés publics de défense, donc l'acronyme en anglais EDIRPA, et puis l'acte législatif de soutien à la production de munitions, donc qui visait à stimuler l'augmentation des capacités de production de munitions dans l'Union européenne pour aider l'Ukraine et pour qu'ils aient des munitions suffisantes pour résister face à l'agresseur russe. Dans ce contexte, on a au mois de mars 2024 la présentation par la Commission de la première stratégie industrielle de défense de l'Union européenne. Donc le contexte géopolitique pour la présentation de cette stratégie industrielle de défense présenté par le représentant pour l'Union aux affaires étrangères, sécurité, Joseph Borrell, Thierry Breton, qui était commissaire à l'industrie et au marché intérieur et à la défense, à l'espace, et Verstager, qui était la commissaire à la concurrence et la souveraineté digitale de cette stratégie industrielle de défense. Donc le contexte géopolitique, c'est la guerre en Ukraine, l'augmentation mondiale des dépendances militaires, donc partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, et aussi le contexte de la possible victoire de Donald Trump au présidentiel US. Donc là, on voit bien que Donald Trump va devenir le candidat républicain
Et il y a des annonces de Donald Trump qui sont percutantes sur l'affaire ukrainienne, qui dit qu'il va pas, que l'histoire de la guerre en Ukraine va être résolue en 24 heures, qu'il ne défendra pas l'Europe s'il y a une invasion russe de l'Union européenne, etc. Donc il y a tout ce contexte qui pousse la Commission à présenter rapidement sa stratégie industrielle de défense, qui fut retardée par rapport à ce qui était prévu, parce qu'il y a eu énormément de négociations entre États membres et avec l'industrie. Donc, qui a bloqué d'ailleurs certaines mesures, j'y reviendrai. Le contexte européen à l'époque, c'est qu'il y a une capacité de production insuffisante au niveau militaire, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, un manque de coordination donc, entre les États membres pour le renforcement de ces capacités de production et une forte dépendance extérieure. Donc il y a beaucoup de pays qui s'alimentent principalement aux États-Unis en matière de matériel militaire, alors qu'il y a des producteurs européens qui existent. Alors, pour cette stratégie industrielle de défense de l'Union européenne, il y avait deux volets. La stratégie industrielle proprement dite de défense, donc l'acronyme en anglais EDIS, et le programme européen de défense, EDIP, qui est le règlement. Donc, les objectifs de cette stratégie industrielle de défense étaient tout d'abord l'augmentation de la compétitivité de l'industrie. Donc, on parle beaucoup de renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne en ce moment. Donc, c'est un grand objectif de la précédente commission, surtout à la fin du mandat, face à la pression de l'industrie et des États membres, avec notamment l'Inflation Reduction Act américain, qui a forcé les institutions européennes à vouloir mettre cet objectif de renforcement de la compétitivité de l'industrie au centre de leur action, mais surtout dans la commission qui commence son mandat maintenant, dès que les auditions au Parlement européen seront finies. Ensuite, le renforcement de la coopération entre les différents États européens, donc pour l'acquisition de matériel militaire et pour la définition des objectifs en matière de défense. Puis, l'accélération de l'autonomie stratégique de l'industrie. Donc, face justement, pas essayer de se fournir de moins en moins à l'extérieur. Donc ici, vous voulez voir un peu l'illustration de ce que je viens de raconter. Donc ici, premier graphique, vous voyez l'évolution des dépenses militaires par région dollar américain constant, donc entre 2010 et 2023. Donc vous voyez que ça augmente un peu partout. Et puis alors un graphique qu'on a fait pour notre bulletin mensuel, parce qu'on a un bulletin mensuel à la Louis, à l'université Louis, sur la politique industrielle de l'Union européenne, sur la politique industrielle de défense. Et vous voyez le graphique qui illustre ces dépendances américaines, donc en matière de fourniture d'armes au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une de ces dépendances en fait qui existe depuis les années 70. Donc cette tendance a perduré à travers les décennies. Alors au niveau des instruments, la stratégie industrielle de défense de l'Union européenne en mars 2024, il y a l'examen coordonné en matière de défense, on garde, une augmentation de l'investissement national en matière de défense qui est prévue, donc il y a cet objectif d'atteindre dans tous les États membres 2% du PIB pour les investissements en matière de défense. Donc c'était aussi l'objectif défendu par Donald Trump pour les pays de l'OTAN quand il était président. Ensuite, l'engagement stratégique des États membres dans l'OTAN, de plus en plus évidemment, depuis le début de la guerre en Ukraine, et le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Il y a des propositions tout à fait innovantes dans cette stratégie industrielle de défense de l'Union européenne pour le renforcement de la coopération avec l'Ukraine et les entreprises ukrainiennes, notamment sous l'influence des politologues Pierre Haroche, un Français, avec l'inclusion des entreprises ukrainiennes dans l'initiative de l'Union européenne dans le domaine. L'idée de création d'un bureau de l'innovation à Kiev pour moderniser l'armée ukrainienne, et puis l'organisation d'un forum annuel Union européenne-Ukraine pour l'industrie et la défense, donc avec les entreprises européennes et ukrainiennes pour renforcer la collaboration.
Il y a aussi l'idée de création d'un fonds pour l'accélération de la transformation de la chaîne d'approvisionnement de la défense, qui permettrait de faciliter le financement des PME dans le secteur par émission de dette ou par fonds propres. Alors, le problème de tout ça, c'est que il y a énormément d'instruments, mais le budget qui est prévu, c'est 1,5 milliard du budget de l'Union européenne. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est problématique. Alors, au niveau de l'EDIP, donc le fameux programme européen de défense, donc, que j'ai évoqué là, on a plusieurs instruments. On a la structure pour le programme européen d'armement, donc pour aider justement à acquérir ces armes, le mécanisme européen de vente de matériel militaire, la préparation de l'industrie de la défense qui permet justement d'accélérer l'autonomie stratégique industrielle de la défense pour planifier les investissements dans le secteur, et le lancement de possibles projets d'intérêt commun. Donc, vous savez peut-être qu'il y a il y a tout un mouvement en fait de transformation du droit de l'aide d'État au niveau de l'Union européenne. Donc depuis 2014, où il y a des projets importants d'intérêt commun, donc qui permet à des États membres intéressés de financer en commun euh, avec des subventions nationales des projets d'intérêt commun industriel entre plusieurs pays membres. Donc cette idée, donc il y en a déjà dans les batteries, dans les lanceurs, et l'idée justement, c'est d'étendre ce mécanisme au secteur de la défense. Donc vous pouvez voir dans ce graphique un peu l'organisation de cette politique industrielle de la défense de l'Union européenne. Donc vous voyez, parce que comme ça, c'est un peu plus clair. Donc vous voyez qu'il y a le volet planification, donc avec le CARD. Il y a le volet recherche, donc avec ce fonds européen pour la défense et le développement. Puis la coopération structurée permanente, le volet production, puis le volet marché public et le volet aussi fourniture, donc comme avec la Facilité européenne pour la paix notamment. Donc nous, ce que j'ai fait avec un collègue, Samuel Faure, c'est qu'on a analysé ces stratégies industrielles de la défense en mars passé, et on a observé qu'il n'y avait pas de révolution colbertiste. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie de l'Union européenne est dans la lignée en fait de la stratégie de l'Union européenne depuis les années 2000. Donc c'est que il y a des mesures, il y a du soft law, donc des mesures non contraignantes, et puis hard law qui est ce règlement, le programme industriel de la défense. Donc l'idée en fait c'est de market co-hunting. Ça veut dire qu'on essaye vis-à-vis, on n'a pas vraiment de vraies mesures d'intervention, on reste dans le safe law qui est un peu donc dans la lignée de la stratégie de l'Union européenne. Donc la commission a dans le rôle de courtier politique, donc il présente un texte avec beaucoup de propositions, donc de soft law, et puis c'est les États membres qui décident. Donc, il y a pas de volonté de la Commission d'acquérir plus de pouvoir, plus de compétences, vraiment dans le domaine de la politique industrielle de la défense. Les États membres restent maîtres du jeu, donc c'est eux qui décident du budget, c'est eux qui donnent de coopérer au niveau de la fourniture d'armement. Donc, si un État membre finalement veut continuer à se fournir en matériel américain, tout à fait le droit, donc ça continue. Ensuite, il y a l'existence d'instruments interventionnistes, donc dans la stratégie en matière de défense, sans capacité d'intervention. Donc un faible budget. Donc en fait, au Conseil informel de Versailles de mars 2022, juste après le début de l'invasion russe en Ukraine, il y avait cette idée de proposer un nouveau fonds, donc avec un nouveau budget de 200 milliards, donc pour renforcer les capacités militaires européennes. Ce fonds, finalement, il a été transformé en fonds de 100 milliards donc par la Commission. Donc, c'est Thierry Breton, il était partout dans les médias
au cours, donc à la fin de l'année 2022, au début de l'année 2023, pour dire qu'il faut absolument ce fonds de 100 milliards pour développer l'industrie de la défense. Donc, ce qui était nécessaire, selon lui et selon beaucoup d'analystes au sein de la commission, pour avoir une industrie de la défense qui permette d'avoir une vraie autonomie stratégique dans le domaine et d'aider efficacement l'Ukraine. Eh ben, il n'y a pas ça, en fait, dans la stratégie. Le fonds, en fait, la proposition de fonds de 100 milliards a disparu. Euh, donc, en fait, si vous voulez, le montant du budget, donc, qui est proposé par la Commission, 1,5 milliard du budget de l'Union européenne, il doit être négocié après par les États membres. Donc, si vous voulez, on l'a vu dans les négociations budgétaires précédentes, donc qui sont achevées par le Conseil européen de décembre 2022, c'est que les États membres n'ont pas envie de donner plus d'argent en fait aux politiques européennes. Ils ont réduit en fait la proposition du Conseil, enfin la proposition de la Commission et du Parlement européen en matière budgétaire, et notamment pour la plateforme pour la stratégie technologique, la CEP. Donc, cette nouvelle plateforme qui devait remplacer en fait le Fonds de souveraineté européen, qui a été refusé par les États membres. Donc, c'est un gros problème, ce faible budget. Aussi, dans la stratégie industrielle de défense de l'Union européenne présentée au mois de mars, il n'y a pas de vraie incitation politique pour atteindre les objectifs fixés. Donc l'augmentation de l'acquisition en commun de matériel militaire ou d'augmentation des capacités militaires de l'Union européenne. Donc on a les objectifs chiffrés, mais on n'a pas d'incentive vraiment pour les atteindre. Aussi, on a un renforcement de la complexité du système. Donc vous avez vu tous les acronymes, hein, les nouveaux acronymes qu'il y a, avec des nouvelles structures. Et donc le système est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de comprendre, c'est compliqué pour les différents acteurs de comprendre quelque chose et que ce soit efficace. Ensuite, on parle beaucoup de la coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine, mais on ne parle pas de coopération avec le Royaume-Uni, qui est quand même un acteur majeur dans le domaine de la défense. On en parle un petit peu maintenant, mais c'était pas évoqué dans le texte de la stratégie industrielle de défense. Mais donc, c'est une grande question de voir quel sera le futur de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine. Alors, au niveau des défis en matière de politique industrielle de défense de la Commission von der Leyen 2, donc après la présentation de cette stratégie, après les élections européennes, on voit aujourd'hui qu'il y a une forte volonté politique pour renforcer la politique industrielle de défense de l'Union européenne. Donc, si vous parcourez la presse, hein, les déclarations des différents dirigeants politiques, il y a clairement cette volonté de renforcer la politique industrielle de défense face aux défis géopolitiques. Donc, c'est dans en fait les priorités de la nouvelle d'Ursula von der Leyen pour son second mandat. Il y a la création d'une Union européenne de la défense et aussi renforcement du marché unique de la défense. Et puis, comme je l'évoquais avant, il y a cette idée qui est reprise d'étendre, donc d'avoir des projets européens d'intérêt commun dans le secteur de la défense. Aussi, la Commission européenne a demandé un rapport de haut niveau, donc un ministre, un ancien ministre, pour renforcer les capacités civiles et militaires de l'Union européenne, donc qui sera publié normalement avant la fin de l'année. Donc, c'est comme le rapport Draghi ou le rapport Letta sur la compétitivité de l'industrie européenne et le futur du marché intérieur. Ce sont des rapports qui permettent vraiment d'enclencher une dynamique importante au niveau européen dans les domaines particuliers. Il y a aussi le problème de l'éparpillement des compétences entre candidats commissaires. Donc, dans la composition de la commission proposée par Ursula von der Leyen, il y a une vice-présidence donc qui serait accordée à Stéphane Séjourné s'il passe l'épreuve du Parlement, évidemment. En matière de définition donc de la stratégie industrielle. Mais, si vous voulez, il ne dispose pas de la compétence de la défense, donc qui est accordée à quelqu'un d'autre, donc qui est Andrius Kubilius, et de l'espace.
Alors que c'était le cas avec Thierry Breton. Il était peut-être pas vice-président, mais il était en charge du marché intérieur, de l'industrie, de la défense et de l'espace. Beaucoup avaient critiqué à l'époque aussi qu'il dispose d'un portefeuille aussi important. Mais bon, l'évolution des événements, je crois, a donné raison à la France d'avoir milité pour la création de ce portefeuille élargi. Donc, il y a ce problème. Parce que Stéphane Séjourné, il aura la compétence aussi que de la DG Gros, donc de la DG Industrie, et pas de la DG Défis en matière de défense. Donc, il y a un problème, il y aura sûrement des problèmes de coordination entre les différents candidats commissaires, parce qu'il y en a d'autres aussi en matière de souveraineté technologique, la transition écologique. Tout ça est dispersé. Donc, ça va être vraiment difficile de formuler une stratégie industrielle européenne cohérente. Et par extension, voilà, la concurrence entre les différentes directions générales au sein de la commission. Donc, comme je le dis, la DG Gros, la DG Défis, dans le domaine de la défense particulièrement. La question du futur budget de l'Union européenne dans le contexte de réduction des déficits publics. Donc, on voit qu'on parle beaucoup de nouvelles ressources. Donc, il y a eu le rapport Draghi qui a demandé un effort d'investissement particulièrement important de l'Union européenne dans les années à venir. Mais les États membres ne veulent pas, en fait, on sent qu'ils n'ont pas envie de donner du budget supplémentaire pour les politiques européennes. Parce qu'il y a un grand contexte de problèmes de déficit public partout dans l'Union européenne, ou presque partout, notamment en Italie, en France, comme vous le savez bien, et en Belgique. Ensuite, il y a évidemment l'éminente question de la contestation des compétences de l'Union européenne dans le domaine de la défense par les États membres et l'industrie. Donc, c'est une question qui est là depuis les années 50. Mais là, on voit que la stratégie industrielle de défense, on voit qu'il y a eu énormément de retard parce que vraisemblablement, l'industrie de la défense et certaines entreprises en particulier que je ne vais pas citer ont bloqué ce renforcement de la coordination en matière de marché public, par exemple. Ensuite, il y a le problème de la réponse de l'Union européenne à une possible nouvelle présidence Trump. Donc, on est à quelques jours maintenant de l'élection présidentielle américaine. Et on voit les sondages, on voit que c'est très serré. Et donc, comment est-ce que l'Union européenne va réagir à une nouvelle présidence Trump? Est-ce que l'Union européenne sera capable d'avoir une réponse qui ne soit pas simplement une réaction, mais une réponse de long terme, déjà préparée à l'avance? Ça, c'est une question qui est sur tous les lèvres aujourd'hui. Parce que c'est clair que le renforcement maintenant, l'isolationnisme, le retour de l'isolationnisme américain avec Trump sera un grand défi pour la politique de défense et les orientations actuelles de l'Union européenne en la matière. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Très bien, alors merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Soit dans le chat, soit dans la salle. Et si c'est dans la salle, bien sûr, je répéterai pour l'intervenant. Alors, il y a une question, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur la PESCO, s'il vous plaît? Le PESCO? Ouais, Il y a d'autres questions? peut-être d'autres questions dans la salle. Oui. Deux? Je pas entendu. Alors, il y a une question sur la possibilité d'utiliser les avoirs gelés russes Oui. également. Et peut-être si quelqu'un a une autre question dans la foulée. Non, c'est bon, je crois que c'est tout. Oui. Alors, sur la PESCO, là, c'est un instrument, je sais pas si on m'entend. Oui, oui, on Oui. t'entend, on t'entend, c'est bon. Donc, pour bien planifier, développer, investir conjointement dans des projets de capacité partagés, on voit que bon, c'est un instrument intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de coopération entre les États membres dans ce domaine, mais les chiffres montrent que ce n'est pas assez en fait pour
pour les défis du futur. Donc, mais c'est un instrument qui a permis quand même de renforcer la coopération des États membres dans le domaine. C'est un instrument très important. Et voilà. La seconde question, c'était sur l'utilisation donc le gel des avoirs russes. Je pense que c'est une piste très intéressante. Je ne sais pas exactement où on en est pour le moment sur cette question. Mais effectivement, c'est une des pistes importantes pour renforcer les ressources budgétaires en matière politique de la défense. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Oui. En dehors des valeurs russes, etc., est-ce qu'il y a d'autres mécanismes économiques qui pourraient être intéressants à mettre en œuvre? Alors, la question, c'est en dehors des avoirs russes, enfin, du gel des avoirs russes, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes économiques qui pourraient être envisagés comme étant des solutions? Quoi, des ressources budgétaires? Entre autres. Oui, hein, bah, il y a la fameuse taxe sur les transitions financières. Il y a aussi l'utilisation plus donc du mécanisme d'ajustement carbone aussi, donc l'ETS aussi, donc le système d'échange d'émissions, donc les ressources pour financer les politiques européennes. Et puis il y a l'augmentation du budget de l'Union européenne générale. Puis l'idée, mais ou aussi il y a aussi voilà une taxe aussi sur donc les transactions financières ou d'autres types de taxes sur les revenus des entreprises, par exemple les multinationales. Que un renforcement de l'Agence européenne de défense pourrait permettre de mettre les États plus en commun, par exemple, le plan de matériel, est-ce que le poids des États membres est d'accord? Alors, on a une autre question, c'est est-ce qu'un renforcement de l'Agence européenne de défense pourrait permettre plus de mise en commun des États, notamment par exemple sur la commande? La commande, ouais, par exemple. J'ai pas bien entendu. Alors, la question, c'était est-ce qu'un renforcement de l'Agence européenne de défense permettrait plus de mise en commun entre les États membres, notamment sur, par exemple, tout ce qui va être la commande, ou alors est-ce que le poids des États membres resterait encore assez important? C'est une question intéressante, mais ça dépendra encore du bon vouloir des États membres. D'accord, merci. On avait une autre question ici? Oui. Oui, c'est sur les investissements privés. Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour les favoriser? Alors, la question, c'est qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour favoriser les investissements privés? Bah, il y a toute la question de création de l'union des capitaux. Donc, c'est un peu à mon avis, c'est la seule initiative qui peut fonctionner actuellement. Parce que quand on voit quand même les oppositions actuelles au sein de l'Union européenne, même s'il reste beaucoup d'oppositions hein, au niveau du marché des capitaux, je pense que c'est vraiment la piste intéressante pour le moment à approfondir. Il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Très bien, alors s'il n'y a pas de questions, et je vois que dans le chat, il n'y en a pas non plus, on peut mettre un terme à cette réunion. Merci beaucoup. Ah, si, on a peut-être une dernière question. Ah, si. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être intervenu et merci à tous pour votre présence. Voilà. Merci à vous. Merci.